Bonsoir, bienvenue à cette édition 2021 de ma thèse en 180 secondes fribourgeois. Je suis ravie de vous accueillir ici dans cette émission Covid compatible, puisqu'on ne peut pas vous accueillir dans cette salle et qu'on le regrette fortement. Nous sommes un public réduit, en fait composé uniquement de nos candidats. Cependant, nous sommes au Nouveau Monde et en même temps un peu partout, et on est ravis, même si vous nous manquez, de pouvoir entrer d'une certaine manière dans vos foyers ce soir. Cette vidéo, elle est visible sur le canal Facebook de l'Université de Fribourg, du Nouveau Monde et de la télé, les trois partenaires qui se sont associés pour vous offrir cet événement, ainsi que sur le site de l'Université de Fribourg pour tous ceux d'entre vous qui seraient légèrement allergiques aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le post, à partager l'événement, à en parler autour de vous ce soir, à inviter les gens surtout à voter pour nos candidats, et puis à laisser des commentaires qui les encouragent dans leurs prestations ce soir. Vous savez quelle date on est aujourd'hui, et franchement, on n'est pas là pour faire des blagues. Ce n'est pas des blagues, d'abord parce que la recherche scientifique, on l'a vu cette année en particulier, c'est du sérieux. Et même si les sujets de ce soir vont vous paraître étonnants, lunaires, parfois carrément étranges, je vous jure que pour leurs auteurs, pour les chercheurs, c'est vraiment du sérieux. Les scientifiques au sens large nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure. En cette période, plus encore, je pense que c'est vraiment très important de le rappeler. Ce n'est pas des blagues non plus, parce qu'en cette période, c'est vraiment pas facile de mener la vie d'un étudiant. Ce n'est pas des blagues, parce qu'il faut une sacrée dose d'abnégation pour se plonger dans une thèse, pour approfondir un sujet pendant plusieurs années, seul souvent. Ce n'est pas des blagues non plus, parce qu'à contrario, il faut une sacrée dose de courage pour relever la tête de sa recherche, prendre du recul et oser monter ce soir sur cette scène pour vous présenter le résultat d'années de recherche en seulement 3 minutes. Et puis pourtant, être scientifique n'empêche pas d'observer le monde, et puis souvent soi-même, avec humour. Et vous allez le voir ce soir, nos candidats n'en manquent vraiment pas. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que le week-end qui s'annonce est le week-end pascal, et en général, on a droit, enfin cette année, on a droit à une petite réunion de famille, et je pense que nos candidats n'échapperont pas à la traditionnelle question de Noël, de Pâques, mais en fait, tu fais quoi toute la journée? Je pense que cette soirée les aura préparés très bien à répondre à cette question encore et encore. En même temps, je vous promets, spectateurs qui êtes bien installés chez vous, dans votre fauteuil, que dans cette salle, il y en a qui n'ont pas très envie de rigoler juste en ce moment. Il y a du sérieux et il y a de l'attention. Parce que finalement, ce qui nous amène ce soir, ici, c'est un concours auxquels se sont préparés nos candidats. Et pour ce concours, en général, pour un concours en général, on a besoin d'un jury que je m'apprête à vous présenter. Dans ce jury, nous comprenons ce soir, et je suis ravie de vous accueillir, Rana Bassil, co-directrice et responsable de communication au Nouveau Monde, Gaëlle Longchamp, journaliste RP à la télé, et notre élue par moi, on va le dire, présidente du jury, Chantal Martin-Solch, vice-rectrice enseignement, formation continue et égalité à l'Université de Fribourg. D'habitude, nous invitons les 3 membres du jury sur scène, mais Covid oblige, il n'y aura qu'une seule personne qui montera, et c'est donc notre représentante du jury. J'invite Chantal Martin-Solch à me rejoindre sur scène. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci aux autres membres du jury aussi. Vous allez parler en leur nom. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous attendez de cette soirée? Bien, on attend d'être surpris, d'être ébloui, d'apprendre de nouvelles choses et de voir ce qui se cache derrière ces titres un petit peu difficiles à comprendre. Donc oui, on se réjouit en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, c'est pas facile d'être étudiant. C'est pas non plus facile de diriger une université quand les étudiants sont dans cette atmosphère un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe à l'Université de Fribourg? Comment se sentent les étudiants? Bon, c'est difficile de parler pour tous les étudiants, toutes les étudiantes, mais c'est vrai qu'on a fait un petit sondage auprès de nos étudiants et étudiantes. On a vu que
Effectivement, il y a une augmentation des sentiments de stress, il y a plus de difficultés à se concentrer, c'est ce que nous rapportent aussi les étudiants et étudiantes. Et surtout, ce qui fait souffrir un petit peu tout le monde, c'est la diminution, la réduction des contacts sociaux, de ne plus être intégré comme ça dans un groupe, dans les auditoires. Ça c'est difficile. D'un autre côté, les étudiants étudient, ils avancent, ils font des examens et ils ne rapportent pas que des choses négatives malgré tout, ce qui est quand même, je dois dire, assez louable dans cette période difficile. Oui. Vous allez en avoir ce soir devant vous 7 des étudiants, des doctorants pleins de ressources. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Je pense qu'on a envie d'être éblouis par leur talent oratoire. On a envie qu'ils nous emmènent dans leur univers. On a envie de découvrir de nouvelles choses et de voir comment ils vont arriver à nous expliquer si rapidement des choses aussi complexes. Il y a 2 aspects essentiels à ma thèse en 180 secondes. Il y a une forme de soutien à la relève scientifique, donc à la jeunesse, aux jeunes chercheurs. Et puis, il y a la communication scientifique en elle-même. On l'a vu cette année, c'est drôlement important. Il y a des chercheurs qui ne savent pas communiquer avec le grand public. C'est difficile de faire comprendre comment se passe le travail de recherche. Comment se positionne l'Université de Fribourg par rapport à ces points ? Disons que l'Université de Fribourg, bien sûr, considère les 2 points comme essentiels, je dirais. Donc la relève, le soutien à la relève, c'est évidemment, ça fait partie de notre travail. Je pense pour tout chercheur, chercheuse, toute université, tout enseignant, enseignante, on a envie de pousser, de motiver et puis de suivre ces jeunes talents sur leur parcours, leur carrière, et puis en tant qu'université, de mettre les meilleures conditions possibles à leur disposition pour qu'ils puissent avancer. Au niveau de la communication scientifique, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu aussi de plus en plus important quand même, déjà avant le Covid, où en tant que chercheur, on doit plus apprendre à communiquer. Il y a les réseaux sociaux qui nous obligent aussi à nous positionner, à partager beaucoup plus. Donc c'est un exercice qui est un peu nouveau, mais c'est un exercice qui est très important, et je pense que c'est une grande chance pour nos candidats aujourd'hui, parce qu'ils ont une petite longueur d'avance avec l'entraînement qu'ils ont eu pour ce concours. Avant de rejoindre votre place et puis de vous mettre à votre tâche du soir, est-ce que vous auriez un message pour nos concurrents ? Oui. Alors je leur souhaite bonne chance, bien sûr. Et puis j'ai aussi envie de dire, profitez de ces 180 secondes, c'est très très court. Alors c'est votre petit moment de gloire, c'est le moment où beaucoup de monde vous écoute. Prenez l'espace et emmenez-nous dans votre monde. Merci Chantal Martin-Sulch. Je vous laisse regagner votre place parmi les membres du jury. Alors on a parlé des candidats, on va vous les présenter tout à l'heure. On a parlé des membres du jury. Un concours, ça a aussi son règlement. Alors attention, maintenant ça devient un peu technique. Je ne vous prends pas trop de temps, mais pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer ce soir. On a 7 candidats. Chaque candidat a droit à une image et 3 minutes. C'est le candidat ou la candidate qui donne le top départ du chronomètre qui décompte les 180 secondes. Si le temps est dépassé, le candidat est disqualifié. S'il finit avant, tout va bien. Ils seront évalués sur 3 critères, leur talent oratoire et leur implication, leur compréhension du sujet, enfin notre compréhension du sujet plutôt, et la structure de leur exposé. Le jury leur remettra 3 prix qui sont dotés respectivement de 1 750 et 500 francs. Et ces 3 prix leur ouvrent aussi les portes de la finale suisse. Mais, et maintenant c'est là que ça devient intéressant pour vous, ça ne s'arrête pas là. Nous avons un 4e membre du jury totalement autonome, et ce 4e membre du jury, c'est vous. Finalement, la communication scientifique, on vient de le voir, in fine, elle s'adresse à vous, elle s'adresse au grand public. Et donc, nous voulons aussi avoir votre opinion. Vous avez la possibilité de voter pour votre candidat préféré pendant les 35 minutes de pause. Donc, vous allez d'abord écouter tous les candidats, et pendant que le jury délibérera, vous pourrez voter pour votre ou vos candidats préférés. Pour ça, il vous suffira de suivre soit ce lien, www.wooclap.com/mt180 Fribourg 2021. Vous l'avez à côté de la vidéo que vous êtes en train de regarder, ou dans les commentaires Facebook, ou bien en scannant le QR code que vous trouverez également à côté de la vidéo. Bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était technique.
Parlons un peu des candidats. Après des mois de travail en solitaire, ce soir, ils ont illuminé leurs neurones pour vous tisser la métaphore. Ils se sont entraînés longuement à articuler leurs textes pour parler clairement devant vous. Ils ont travaillé comme des fourmis, enquêté, rassemblé des preuves, sont entrés en gestation, se sont enfermés dans leur cocon comme des papillons pour mieux s'envoler vers la scène du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, ils vont briller devant vous comme des cafards. Non, ce n'est pas le trac des candidats qui est en train de me gagner. Je vous promets que tout ce que je viens de dire a du sens et d'ici la fin de la soirée, vous aurez tout compris. Donc, si tout est en ordre pour vous, on va commencer et je suis ravie d'accueillir notre première candidate sur scène. J'accueille Mélanie Bright. Mélanie Bright vient de la faculté de droit, de la chaire de droit pénal et de criminologie. Attention, avant chaque titre, je reprends mon souffle. Le titre de sa thèse, « Les fondements probatoires pénaux à l'aune de l'article 139 alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse. Ce que l'épistémologie nous enseigne de l'intégration de la non-science au procès pénal ». Après son doctorat, Mélanie pourra plancher, je pense, sur un guide comparatif des universités romandes, puisqu'elle a fait son bachelor à Genève, son master à Lausanne et son doctorat à Fribourg. En parallèle, elle a travaillé comme juriste dans un hôpital, a été assistante étudiante à l'université de Lausanne, où elle a rencontré, je cite, sa formidable directrice de thèse. J'espère qu'elle nous écoute ce soir. Mélanie, vous ouvrez le bal, c'est courageux, vous n'avez pas eu le choix, hein, oui, mais c'est courageux. Et du courage, il en faut pour suivre ces études. Est-ce que vous auriez, comme on l'a dit avant, comme on l'a fait avant avec Madame Martin-Solch, est-ce que vous auriez un mot pour les étudiants pour réussir à garder un esprit positif ? Je pense, en tout cas pour ma part, ce que je me dis, c'est deux choses principalement. Premièrement, c'est que c'est provisoire. Et deuxièmement, ça nous apprend certainement une forme de résilience et puis on appréciera d'autant plus savourer certains moments qu'on pensait acquis avant et qui, on l'a vu, ne sont pas tant que ça. Donc voilà. Des mots positifs pour commencer la soirée. Mélanie, est-ce que vous vous sentez prête ? Oui. Bien, je vous laisse la scène. À vous de faire signe quand vous voulez que le chrono démarre. J'aimerais vous emmener dans une balade sensorielle. Faites appel à votre vue, regardez l'image derrière moi. Certaines et certains en comprennent le sens, d'autres se laissent bercer par l'abstraction. Notre vue, c'est un des éléments phares qui nous permet de percevoir notre environnement. Et pourtant, plus de 2/3 des Suisses portent des lunettes. C'est ce qui fait que nous avons, toutes et tous, une perception qui nous est propre de la réalité. La dualité entre ce que nous croyons et la réalité est omniprésente. Notre balade sensorielle devient maintenant judiciaire. Le procès pénal vise à rendre une décision de culpabilité ou d'acquittement. Mais vous vous en doutez, ça ne suffit pas. Cette décision doit correspondre à la réalité, faute de quoi le spectre de l'erreur judiciaire pointe le bout de son nez. Moi, je travaille sur les preuves dites scientifiques, qui permettent au juge de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur la scène de crime. Comme cette personne myope au fond de la salle, qui revêt ses lunettes pour voir correctement l'image projetée derrière moi et qui, par là, cherche à la percevoir de la manière la plus proche possible de ce qu'elle est en réalité. Fiabilité, c'est le mot-clé, voire la clé, qui permet de faire le lien entre notre perception et la réalité. Je travaille sur la fiabilité des preuves scientifiques, comme une paire de lunettes qui offre une correction adéquate. Je me souviens de cette époque où c'était possible d'être condamné sur la base d'une simple trace de morsure sur la peau. Une comparaison avec un moule de votre dentition, une correspondance, et vous vous en mordiez les doigts, parfois à perpétuité. Heureusement, les choses évoluent, et dans ma thèse, un objectif multiple m'est confié. Comprendre dans quel contexte, par quel processus et pour quelles raisons une preuve scientifique est fiable. À l'heure actuelle, le droit suisse est, si ce n'est muet, du moins lacunaire. La technique de comparaison de traces d'oreilles est encore en vigueur dans notre pays. Je fais appel à votre ouïe. Lorsque vous écoutez à une porte, vous collez votre oreille et vous croyez être discret, mais vous laissez une trace. Elle sera ensuite comparée aux oreilles de différents suspects
pour tenter de retrouver son ou sa propriétaire. Quelle est la fiabilité de cette preuve? Est-elle ne serait-ce que scientifique? Les réponses, je ne les trouve pas ici. Je fais ce que l'on appelle du droit comparé et pousse ma réflexion au-delà des frontières. En gros, j'effectue une sorte de tourisme juridique. Je déniche les bonnes idées pour les repenser à la lumière du droit suisse. Certains pays réfléchissent à ces questions depuis les années 20, mais les années 20 du siècle passé. Ne vous y trompez pas, ça nous concerne toutes et tous. Si on sait que plus de 2/3 des Suisses portaient des lunettes, le taux exact d'erreur judiciaire reste en revanche inconnu. Mais si on reste sourd à ce discours, il ne nous restera finalement que les yeux pour pleurer. Merci. Bravo Mélanie. Pas de quoi pleurer, en tout cas, belle prestation, bravo. Merci. Comment ça va? Bien, c'était court, c'était rapide. C'est passé. Oui. Je vous prie de regagner votre place. Et j'appelle maintenant Nathalie Dervet-Chapuis. Nathalie vient de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Institut du plurilinguisme. Le titre de sa thèse, Effet comparé d'une didactique explicite et d'une didactique communicative actionnelle ciblée à l'acquisition du vocabulaire réceptif et des représentations phonologiques liées. Promis, dans 3 minutes, vous allez tout comprendre. Quand je lui ai demandé de me parler un peu d'elle-même pour la présenter ce soir, Nathalie m'a répondu qu'elle n'avait pas tellement envie. Elle n'aime pas trop ça, parler d'elle-même. On lui a quand même arraché qu'elle a obtenu un diplôme de l'Université de Pékin et qu'elle est en train d'accomplir son 2e PhD. Par contre, je vous promets qu'elle est beaucoup plus disserte quand on la lance sur son sujet de thèse. Nathalie, pourquoi vous vous êtes lancée dans une thèse? C'est un projet un peu fou, non? Ouais, moi j'aime ça en fait. Probablement la meilleure raison du monde. Je crois que vous avez eu la réponse la plus simple, la plus logique et la plus enthousiasmante. Est-ce que vous êtes prête? Je vais essayer. Très bien. On vous laisse la scène. Vous faites signe quand c'est bon pour vous. Merci. Tout a commencé pendant que j'enseignais la grammaire du français à des apprenants germanophones. Un élève a levé la main. « Je peux tourner la page ?» La page. Il n'y a pas d'indien dans ma grammaire ou bien? Alors là, j'ai décidé qu'il fallait comprendre pourquoi certains sons du français sont si difficiles à entendre, à comprendre, à apprendre. Pourquoi des sons comme le « on » ou le « je » restent incompris et mal prononcés, même par des apprenants avancés. C'est ainsi que cette thèse est née, depuis la salle de classe, expérimentée en salle de classe, et j'espère un jour utile en salle de classe. Comment enseigner les sons difficiles comme le « je »,« che »,« ce »,« ze ». Ces sons, les phonèmes, permettent de séparer le sens de sage et sache, de lâche et lasse, de gâche et gaz. Ce n'est pas la même arme tout de même. Est-ce que, par une didactique ciblée sur ces difficultés, il est possible de favoriser l'apprentissage des phonèmes en français langue étrangère? Si oui, quelle didactique est la plus efficace? Une didactique explicite qui explique tout en détail ou une didactique implicite qui corrige mine de rien la mauvaise prononciation dans la conversation? Première option. L'explication pour la prononciation de « on », par exemple, demande à l'apprenant de comprendre qu'on fait passer l'air par notre nez quand on prononce « on ». Au niveau articulatoire, cela consiste à abaisser le voile du palais. Ah, comment abaisser le voile du palais? Un petit truc tout simple. Vous posez votre doigt sur votre nez et vous faites un bruit d'ours ou d'accélérateur de Maserati, au choix. Ça vibre sous votre doigt, ça frétille. Alors bravo, vous avez réussi à abaisser votre voile du palais. Deuxième option, l'enseignement, mine de rien dans la conversation, revient à jouer un peu au perroquet. L'élève dit « J'ai une collection de voitures ». Et vous répétez « Ah, tu as une collection de voitures ». Facile d'enseigner la prononciation, non? Alors, après tous ces efforts, les élèves pourront dire sans effort: si on veut libérer l'oiseau de sa cage,
sans retourner à la case départ et qu'il se cache. Il s'agit d'ouvrir la cage sans faire de casse pour que l'oiseau vole libre, histoire qu'on puisse tourner la page. Ça y est, vous avez tourné la page. Ouais. Comment ça va? Ça va super mieux. Bon, ça va mieux. Est-ce que je peux dire un petit merci? Mais bien sûr, dites. Moi, j'ai 150 élèves qui ont travaillé pour moi dans ma thèse. Alors, je voudrais dire merci à ces 150 élèves et aux 7 maîtresses qui m'ont accompagnée. Ils ont tous été super. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est pas seulement un travail de solitaire, la thèse. Non, là, on était un peu nombreux. Donc, je crois que le message et le merci est passé. Merci. Je vous prie de regagner votre place. Nous accueillons maintenant sur scène Ferdinand Ilunga Nkonko. Ferdinand nous vient de la faculté de théologie, section de théologie dogmatique. Le titre de sa thèse, La sotériologie d'Adolphe Guéchet comme herméneutique anthropologique, fondement d'une théologie de la responsabilité. Ferdinand se décrit comme philosophe, doctorant en théologie et sciences des religions. Il s'intéresse au rapport entre la foi et la société. Il est passionné par le droit et la politique et très attaché à l'émancipation intégrale de l'être humain. Je le cite. Il joue de la guitare, compose des chansons et chante avec son épouse. Ferdinand, ça va? Oui, ça va, Farida. Pourquoi est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là ce soir? Pourquoi est-ce que vous participez à ma thèse en 180 secondes? Oui, je participe à ce concours merveilleux parce que, comme vous le savez, nous sommes à une époque où la communication est un pouvoir. Donc, il ne suffit pas de posséder le savoir, encore faut-il savoir communiquer. Et la communication moderne, c'est la précision, la concision. Et quand j'ai vu l'annonce de ce concours, je me dis, mais c'est une bonne occasion pour m'exercer à la concision, à la précision. Voilà pourquoi je participe à ce concours. Nous allons donc voir si vous relevez le défi de la concision et de la précision. Combien de pages votre thèse déjà? 450, je crois? 450 pages, à résumer en 3 minutes. 3 minutes pour 450 pages. Je pense que vous pouvez prendre la mesure du défi. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère être prêt. Voilà. Bien, la scène est à vous. Je vais d'abord vous parler de la petite chenille qui passe beaucoup de temps à dévorer des feuilles. Puis, elle se met à construire sa maison, un cocon. Et à l'intérieur, la chrysalide attend des semaines pour enfin voir l'émergence d'un beau joli papillon. Tel est le sens du salut chrétien, le rapport entre l'homme et Dieu. Nous, chrétiens, nous disons, le salut, c'est la libération définitive du mal et du péché, la communion totale avec Dieu. J'avoue que c'est du latin. Cette définition m'a toujours posé problème parce que définir le salut en rapport avec le péché a toujours conduit beaucoup de chrétiens à ne pas se sentir concernés par la transformation de la société. D'où la question de ma thèse. Comment parler du salut en rapport avec la vie de tous les jours et surtout indiquer la responsabilité de l'homme? Je me suis donc inspiré des réflexions d'un Belge appelé Adolphe Guéchet. Et voici mes résultats. D'abord, Dieu peut être considéré comme ce grand miroir parlant, indispensable, et qui nous permet de mieux nous connaître afin de réussir notre vie. Et parce que Dieu, personne ne le voit, qui veut aimer Dieu doit aimer l'homme. Qui veut servir Dieu doit servir l'homme. Et le cadeau merveilleux que Dieu nous a apporté, c'est le salut. Et dans ma thèse, ce salut concerne la vie de tous les jours. Car si on considère déjà l'origine du mot salut, du latin, salvus veut dire être bien portant, être fort. Et donc, être heureux, faire de belles rencontres, savourer un bon repas, siroter un bon verre de rouge, avec modération bien sûr, c'est déjà consommer son salut. S'engager pour la justice, pour la paix dans le monde, c'est déjà participer au salut. Mais à la recherche de ce bonheur, nous faisons face à l'échec, à la trahison et donc au péché qui constituent des obstacles qui ne doivent pas nous décourager. Pour que le salut que Dieu nous donne soit effectif, l'homme a une responsabilité. Il doit s'engager, d'où l'image de la petite chenille. Le temps qu'elle passe à dévorer des feuilles
correspond à toutes les joies de cette vie. Il faut en profiter. Et construire le cocon représente toutes les difficultés de la vie. Il faut les surmonter. Et le cocon lui-même, il représente notre planète qu'il faut sauvegarder. Car détruire la terre, c'est détruire la maison du salut. Et quand nous aurons consommé ce chemin du bonheur, nous pourrons alors être un jour libres et errer comme ce petit papillon, ce qui correspond au bonheur sans fin que nous aurons dans la maison de Dieu. En attendant, ne l'oublie pas, tu es né chenille. Pour devenir papillon, il faudra te bouger. Ainsi va l'histoire du salut. Merci. Ça y est, vous êtes sorti de votre cocon. Enfin sorti de mon cocon. C'était magnifique. Ah, merci. Farida, merci. Je vous invite à rejoindre votre place. Je peux dire... Vous pouvez dire ouais, un je mot. dis merci. Nos candidats veulent dire des mots ce voilà, soir. je dis merci à François-Xavier Amert, mon magnifique promoteur de thèse. Sans lui, je serais en train de cueillir les cacahuètes quelque part. Mais merci pour ces encouragements. Merci à mon épouse et surtout à ma mère. Merci. Allez, maman. J'invite à me rejoindre sur scène Marie-Pierre Meurville. Marie-Pierre vient de la Faculté des sciences et de médecine, écologie et évolution. Le titre de sa thèse, Diffusion, évolution et contenu du liquide trophalatique chez la fourmi. Marie-Pierre a étudié à Lausanne la biologie et la bioinformatique. La vulgarisation scientifique, c'est un peu son dada. Elle adore partager l'enseignement de la science et elle a déjà, durant ses études, enseigné l'informatique aux jeunes filles et animé de nombreux ateliers scientifiques. Touche à tout, elle s'intéresse autant à la science qu'à la peinture, à la musique ou à l'écriture. Pas facile de garder une ligne droite et de se pencher sur un sujet unique quand on est autant touche à tout, non ? Est-ce que vous avez un proverbe ou un motto qui vous a conduite pour réussir à garder le cap ? Oui, je vais commencer par remercier ma maman pour ça. Elle m'a dit une fois, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Et je pense que ça représente assez bien le doctorat, parce que finalement, à chaque seconde, on se dépasse, on va plus loin, et ça nous pousse à la créativité, et la récompense, elle est chouette aussi. Donc, ouais. Alors nous, on sait que vous pouvez le faire, et vous allez le faire. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Bien, la scène est à vous. Quel est le point commun entre ces deux hommes et les fourmis ? Le baiser. Alors ça, c'est Brejnev et Honecker, deux politiciens communistes qui s'embrassent à la russe de manière à se témoigner leur soutien mutuel. Alors les fourmis, quand elles s'embrassent sur la bouche, elles vont un petit peu plus loin que juste échanger un peu de salive. En fait, elles se vomissent dans la bouche les unes des autres. Ce comportement un peu dégoûtant s'appelle la trophalaxie. Et les fourmis l'utilisent de manière à se transférer de la nourriture liquide, comme du jus de fruits, de manière très efficace. Mais ce n'est pas tout. Les fourmis utilisent aussi la trophalaxie pour communiquer. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez-vous une colonie de fourmis comme un pays. C'est composé de millions d'individus qui doivent fonctionner ensemble de manière bien organisée. Finalement, nous, humains, on a la politique. Typiquement, une démocratie indirecte où chaque individu va voter pour un gouvernement qui, lui, va prendre des décisions. Chez les fourmis, pas de gouvernement. Par contre, on a découvert que les fourmis ajoutent au liquide qu'elles régurgitent des molécules. Certaines de ces molécules, on les soupçonne d'être des molécules de communication. Finalement, on pourrait imaginer que les fourmis, en ajoutant ces molécules individuellement, votent directement pour prendre des décisions à l'échelle de la colonie. Finalement, c'est un genre de démocratie directe quelque part. Moi, dans ma thèse, j'aimerais mieux comprendre ce que c'est que cette trophalaxie. Dans un premier temps, je m'intéresse à son évolution. Comment est-ce que la trophalaxie a évolué de manière à devenir à la fois un système de communication et un système très efficace de distribution de nourriture ? Pour ça, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Je remonte l'arbre généalogique des fourmis à partir des espèces pour lesquelles j'ai des informations, les espèces actuelles. En connaissant un petit peu mieux leurs ancêtres, est-ce qu'elles utilisaient la trophalaxie ? Quelle était leur alimentation ? Est-ce qu'elles arrivaient à maintenir des colonies gigantesques ? J'espère mieux comprendre comment la trophalaxie a évolué avec ses caractéristiques et comment elles se sont influencées pour donner la trophalaxie qu'on observe aujourd'hui chez les fourmis. Alors, on ne sait pas encore très bien quel type de décision la trophalaxie permet de prendre.
pour ça, je vais regarder en fait directement dans l'estomac des fourmis. Il faut déjà que j'arrive à identifier quelles sont ces molécules de communication, parmi toutes les molécules qui sont dans l'estomac des fourmis. Pour ça, je vais prendre des fourmis qui utilisent la trophallaxie et d'autres qui ne l'utilisent pas. Alors, chez les deux types de fourmis, on aura de la nourriture ou des molécules de digestion. Par contre, il n'y a que chez les fourmis qui utilisent la trophallaxie qu'on aura des molécules de communication, ou des bulletins de vote, si vous préférez. Finalement, moi, mon travail, ça va être d'ouvrir ces bulletins de vote, de les lire et d'en déduire quelles sont les décisions que les fourmis peuvent prendre avec. Finalement, mieux connaître cette démocratie des fourmis nous permettra peut-être, j'espère, de poser les bases des démocraties de demain. Espérons-le, le vomi en moins. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre, comment ça va? Mais bien, étonnamment bien. Je voudrais aussi remercier Adria, ma mentrice, qui est une femme formidable, et mes amis, ma famille et les gens du laboratoire qui m'ont beaucoup aidé à perfectionner, je dirais, ce grand moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous Marie-Pierre. J'accueille maintenant sur scène Alessandro Parisotto. Alessandro nous vient de la Faculté des sciences et de médecine de l'Institut Adolphe Merclay dans le département Soft Matter Physics. Son titre de thèse, Ordre et désordre dans les structures biophotoniques. Voilà qui est court et concis cette fois. Il est ingénieur en sciences des matériaux. Il vient d'aménager à Fribourg pour mener sa thèse. Il a passé sa jeunesse aux Philippines et c'est de là que lui vient sa passion pour les charançons. Un parcours assez éclectique, assez étrange qui vous a mené directement à cette thèse. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour se lancer dans un pari comme ça? Oui, c'est possible. Mes parents ont toujours dit que j'étais un peu fou. Peut-être c'est pour ça que je fais une thèse. Mais honnêtement, comme disait Nathalie, j'aime faire des recherches, j'aime apprendre. Et je pense que le savoir, tout le savoir, même le savoir inutile, sert à quelque chose et à sa place dans l'univers, on va dire. On va donc voir si vous arrivez à nous faire partager cet amour des cafards. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous laisse la scène. Ah, allez-y. Quand on pense aux ingénieurs, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les maths, les ordis, les voitures. Pas un insecte philippin. Et je crois que c'est pour ça que quand je parle de ma thèse, la première réaction, c'est toujours « Attends, t'es ingénieur. Qu'est-ce que ça a à faire avec ces cafards ?» Et vous savez, ça me touche. Parce que pour moi, c'est pas que des cafards, c'est des charançons. Et ce qui m'intéresse, c'est pas eux, mais l'origine de leur couleur, qui ne proviennent pas à des pigments ordinaires. En fait, leurs couleurs sont créées par un phénomène qui s'appelle la couleur structurelle. Ce phénomène, il est produit quand un matériau possède une structure périodique ou répétitive à l'échelle d'une longueur d'onde de lumière. Et quand la lumière interagit avec les nanostructures dans leur écaille, certaines couleurs sont reflétées et d'autres, elles passent, sans être dérangées. C'est comme un miroir sélectif qui change de couleur avec l'angle de vue. Et de plus, vu que c'est un phénomène physique, il n'y a pas de perte d'énergie quand ces couleurs sont produites, et donc elles brillent beaucoup plus fortement et ne perdront jamais leur brillance. Maintenant, dans l'yin et yang, l'ordre et le désordre, ça a quoi à faire? Eh bien, dans la partie ordonnée, on voit ces points arrangés de manière périodique, structurée. Et cela, c'est une photo des structures qu'il y a dans les écailles rouges de ces charançons. La distance entre chaque point est d'environ la moitié d'un millionième de mètre. Dans la partie désordonnée, il y a un peu de chaos. Et ça, c'est les structures des écailles bleues. J'appelle ça du nanospaghetti. Et alors, comment est-ce que du chaos peut avoir de la périodicité et créer des couleurs structurelles? Répondre à cela, ainsi que découvrir comment ces deux structures se développent, c'est le but de ma thèse. J'atteins ce but
en faisant des études nanostructurelles, optiques et génétiques. Et pour les cyniques d'entre vous, les critiques qui disent que ce travail il est inutile, imaginez si un scientifique comme Leonardo da Vinci gâchait son temps à regarder des cafards. Comment serait le monde? Sera meilleur? Sera pire? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a une chose de laquelle je suis sûr, c'est que la Joconde, elle brillerait pour l'éternité. Merci. Là, c'est vous qui avez illuminé la scène. Bravo. Gong final. Vous êtes dans les temps. Comment ça va? Ça va. Moi aussi, je dois remercier la science. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut que je remercie toute mon équipe, Bodo, Uli, Kenza, René, tout le monde d'autre, Viola. Aussi mes parents et mes potes qui m'ont aidé à réviser. Julien, désolé. Merci à tout le monde. Donc, merci à tous les potes d'Alessandro. J'appelle maintenant sur scène Valérie Savio. Valérie vient de la faculté de droit, département de droit privé et droit romain. Le titre de sa thèse, l'embryon in vitro, émergence d'un nouvel objet de droit, qualification juridique et contrat. Valérie a obtenu son master en droit de l'Université de Fribourg en 2012. À cette occasion, elle a reçu le prix de l'éthique du Conseil de l'Université de Fribourg. En 2014, elle passe son brevet d'avocate en Valais, puis, comme tous les Valaisans, elle revient à Fribourg pour entamer une thèse. Elle a aussi bénéficié d'une bourse de la Helmut M. Merlin Stiftung et elle a soutenu sa thèse le 22 février dernier. Maintenant, elle prépare une publication à ce sujet. Je me suis laissé dire, Valérie, que vous avez vous aussi un proverbe ou un motto pour vous guider et garder le cap. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Oui, c'est vrai, c'est un motto qui vient un peu de ma famille. À l'origine, c'est du patois. Je ne le sais pas en patois. Mais c'est avant de lâcher, on ne lâche pas. Alors oui, c'est très pragmatique, très terre à terre. Mais finalement, c'est vrai, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Alors il faut bien réfléchir quand on commence quelque chose parce que ça peut prendre 6 ans à arriver au bout. Là, ça vous prendra seulement 3 minutes. Oui. Ne lâchez rien. Est-ce que vous êtes prête? Je crois que oui. Très bien. Donc, je vous laisse faire signe pour le déclenchement du chrono. À l'époque de nos grands-parents, faire un bébé était une affaire intime. Quelques méli-mélos sous la couette, et le tour était joué. Oui, là, vous vous demandez, ah bon, excusez-moi, c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui? Rassurez-vous, pour la majorité des couples, la bonne vieille méthode des câlins reste de vigueur. Malheureusement, au moment de fonder une famille, environ un couple sur 5 rencontre des difficultés. Mais aujourd'hui, contrairement à l'époque de nos grands-parents, ce n'est plus forcément une fatalité. Il existe des méthodes efficaces contre les problèmes de fertilité. C'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Le méli-mélo sous la couette est remplacé par un méli-mélo dans une éprouvette. Et hop, on a un embryon in vitro. On l'insère dans l'utérus de la femme, c'est ça, la fécondation in vitro. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça en réalité, mais je vous épargne les détails. Bon, ça c'est de la médecine. Moi, je fais du droit. Alors que vient faire le droit là-dedans? Vous allez vite comprendre. Les embryons sont aujourd'hui manipulés par des embryologistes, conservés dans des congélateurs spéciaux, stockés pendant plusieurs années. Tout cela pose évidemment de nombreuses questions juridiques, qui ne trouvent qu'un début de réponse seulement partielle dans la loi suisse sur la procréation médicalement assistée. Mes recherches montrent que ces réponses ne suffisent pas pour régler tous les problèmes qui pourront se présenter à l'avenir. Prenons un exemple. Un couple a ses embryons dans les congélateurs spéciaux d'un hôpital. Malheureusement, un problème électrique survient. Tous les embryons sont détruits. C'est évidemment une catastrophe pour le couple. C'est aussi un casse-tête juridique pour moi, chercheuse, car le droit suisse n'offre aucune réponse à ce genre de cas. Je dois alors déterminer quelle est la relation juridique qui lie le couple à l'hôpital, dire si l'hôpital est responsable de la perte des embryons, définir si la perte des embryons constitue un dommage au sens juridique, préciser encore comment ce dommage peut se traduire financièrement. Bref, les questions sont innombrables et ce n'est qu'un exemple.
C'est pourquoi, de manière plus générale, dans ma thèse, je cherche à déterminer quels sont les droits et les obligations de chacun des acteurs qui gravitent autour de l'embryon in vitro, dans toutes les situations imaginables. Pour cela, je démêle notamment les croyances philosophiques et morales de la réalité juridique. Je plonge dans l'histoire pour comprendre l'origine de la protection de l'embryon. J'explore le droit de différents pays pour trouver d'autres solutions que celles que propose le droit suisse. En d'autres termes, je fais de l'ordre dans le méli-mélo juridique qui entoure l'existence de l'embryon in vitro, en lui offrant un modèle bien plus adapté à son temps. Bravo. Comment ça va? Très bien, Manon. On sent le soulagement. Merci. Pas de merci. Tout va bien? Oui, bien sûr. Merci à tout le monde, mon directeur de thèse, mes amis, ma famille. Vous êtes tous fabuleux et je vous aime tous. Et puis merci à Jeanne qui me regarde, elle a 5 ans, puis elle a dit que j'étais forte, alors elle est gentille. Ah, elle a raison. C'est ma fille. Elle a raison. Voilà. Et j'appelle déjà notre dernier candidat de la soirée, Kevin Thomas. Kevin vient de la faculté des sciences et de médecine, département de physiologie. Et c'est le titre que je redoute le plus de prononcer ce soir devant vous. Basal forebrain Modulatory Circuit Dissection. C'était très bien. Ça va? Ça le fait? Très très bien. Ok, c'est bon. J'ai gagné mon point. Quand on demande à Kevin de nous donner une petite bio, Kevin répond qu'il adore la montagne, le fromage et les montagnes de fromage. Qu'il aime apprendre des choses et qu'il aime les apprendre ensuite aux autres. Et surtout qu'il est fasciné par la complexité du cerveau. D'où ma question, pourquoi se lancer dans une thèse plutôt que dans la confection de fromage d'alpage? C'est une très bonne question que je me pose des fois aussi. Mais plus sérieusement, l'idée de se lancer dans une thèse, c'est aussi de se placer un peu aux frontières de la connaissance et puis d'éclairer un peu ces zones d'ombre qui représentent tout ce qu'on ne sait pas encore. Et puis bon, même si j'aime beaucoup le fromage et que j'aimerais bien en faire un jour, on commence par la thèse et peut-être que le fromage viendra après. Bien, on va donc pas en faire tout un fromage. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Bien, je vous laisse la scène. Merci. Et si je vous disais qu'il était possible de contrôler un cerveau avec de la lumière? Alors, pas tout un cerveau. Je vais vous parler d'une partie seulement, le prosencéphale basal, en français. Voyez ça comme un quartier, assez bien situé, pas trop loin du centre, à l'intérieur duquel les neurones de 3 grandes familles y vivent mélangés les uns aux autres. Chaque famille a aussi son propre réseau social avec d'autres neurones à travers le reste du cerveau. Certains neurones de ce quartier sont donc très amis avec ceux des aires sensorielles. Vous savez, ces régions du cerveau qui nous permettent de comprendre ce que nous percevons grâce à nos yeux, nos oreilles ou notre peau. Maintenant, vous m'écoutez et vous m'observez très attentivement, je le vois. Et avant que je vous le fasse remarquer, vous ne sentiez pas vos vêtements peser sur vos épaules. Peut-être. Eh bien, ces neurones dont je suis en train de vous parler, ils ont un rôle à jouer dans ces moments où notre perception change. L'objectif de ma thèse, c'est de mener une petite enquête de voisinage dans ce quartier, afin de comprendre comment il est organisé et à quelle famille appartiennent ces neurones qui jouent avec nos sens. La difficulté, c'est que lorsque j'essaie d'enregistrer ce que disent les neurones d'une seule famille de ce quartier, tous les autres neurones sont tout autour et tout aussi bavards. C'est impossible de comprendre qui dit quoi. Mon enquête n'avance pas, c'est le noir complet. Heureusement, c'est là que la lumière intervient. Pour mener mon enquête à bien, je vais faire comme pour une mission d'espionnage. Et je vais envoyer dans ce quartier un agent infiltré, un clandestin. Mon clandé, c'est une enzyme. Grâce à une petite manipulation génétique, cette enzyme va être fabriquée par les neurones d'une des familles de ce quartier que j'aurais choisi d'étudier. Lorsqu'elle est en place, j'envoie alors un deuxième agent, un virus cette fois-ci. Il va jouer le rôle de messager et transmettre à mon enzyme clandestine les plans d'une protéine sensible à la lumière. Ainsi, tous les neurones qui auront été infiltrés par mon clandé vont se mettre à fabriquer plein de ces petites protéines sensibles à la lumière. Ensuite, j'installe une fibre optique, comme un lampadaire spécial qui pourra éclairer tout le quartier. Et lorsque j'allumerai ce lampadaire, je pourrai prendre le contrôle de tous les neurones porteurs de ces protéines. Je pourrai les forcer à parler beaucoup plus fort que les autres, ou à se taire complètement. Il ne me reste plus qu'à surveiller les réseaux sociaux. Je peux enfin reprendre mon écoute des neurones de ce quartier et écouter aussi ceux des aires sensorielles. Observer, comparer et analyser
ce qui se passe dans toutes ces zones lorsque la lumière est allumée ou lorsqu'elle est éteinte. En répétant ma mission d'infiltration avec les 3 grandes familles, je pourrais alors comprendre comment les neurones qui s'y trouvent se débrouillent pour modifier notre perception du monde. Et oui, pour mieux le comprendre, il me faut faire toute la lumière sur le cerveau. Merci. Attention, 4, 3, 2, 1. Dernier gong de la soirée. Ça va? Ça va, ça va. On est mieux après? Ah, beaucoup mieux. On est mieux après. Ah, ils ont de la chance, les autres. Hein. Ouais. Pas de merci? Ah bah si, tout forcément, si tout le monde a dit allons-y. merci. Je remercie également mes collègues et mes amis qui m'ont aidé à préparer ce travail, ma famille, bisous maman, et Anne-Sophie qui m'a rejoint. Merci. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre votre place. On est déjà à la fin du défilé des candidats. On va les remercier tous. Déjà, pour commencer, on va les applaudir encore une fois bien fort. En fait, ce soir, ils s'auto-applaudissent, mais depuis chez vous, envoyez-leur toutes vos bonnes ondes. Et maintenant, c'est au tour du jury de travailler. C'est le moment que je préfère. À vous de travailler. Franchement, j'aurais pas envie d'être à votre place. On va vous laisser 35 minutes pour rendre votre verdict. Pendant ce temps, vous pouvez voter aussi. N'hésitez pas à suivre le lien qui s'affiche à côté de la vidéo que vous êtes en train de regarder ou à scanner le QR code. Votez, votez, votez. Si vous allez sur l'écran en bas à droite, après avoir voté, vous verrez une petite bulle, je crois qu'elle est bleue. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, des impressions, des encouragements pour nos candidats, pour le jury et pour les gens qui font en backstage, en back-office plutôt, le fait que cette soirée puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Ça fait toujours du bien d'avoir des feedbacks positifs. Pendant ces 35 minutes, ne nous quittez pas, allez vous chercher à boire, quelque chose à grignoter et votez, évidemment, et savourez surtout les 35 minutes de prestations musicales que le Nouveau Monde vous a concoctées, des souvenirs d'un truc dont, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça se passait ici, hein, je vois Rana qui fait des signes. Ça se passait ici il n'y a pas si longtemps. On espère que ça se repassera très vite bientôt. Vous savez, ce truc qu'on appelle des concerts. Hein. Savourez-les, ma foi, depuis votre fauteuil. Et puis peut-être qu'on se retrouvera bientôt ici, dans cette salle, au Nouveau Monde. Bonne pause, bon vote, bonne délibération. Et puis, bonne chance aux candidats. À tout à l'heure. Et nous voici de retour avec l'édition 2021 de ma thèse en 180 secondes fribourgeoise. Le jury est prêt et la question c'est, et vous, public, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons maintenant clore les votes du public dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les votes sont terminés. Donc, on va commencer par vous, puisqu'on a dit... Les étudiants et les doctorants qui se sont adressés à vous s'adressent d'abord au grand public. Donc, on va d'abord voir les résultats de votre vote. Je vais donc faire cesser le suspense tout de suite et nous allons découvrir le ou la gagnante du vote du public. Et sans conteste, il s'agit de Nathalie Derbet-Chapuis. Félicitations. Veuillez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bravo. Là, moi, j'utilise pas les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un comble. Vous êtes la seule d'entre nous qui n'est branchée sur rien. Eh bien, félicitations, c'est magnifique. Et puis, on a dit, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et apparemment, ça fonctionne auprès du grand public. Bravo. Je suis vraiment hyper heureuse si j'ai pu faire partager ce qui me fascine et cette passion que j'ai pour l'apprentissage, pour regarder comment on apprend. Et pour savoir comment on peut aider à apprendre.
Donc, génial. C'est magnifique. Merci. Bravo. On va vous remettre un prix quand même. Il n'y a pas de prix en argent pour le public, mais quand même, on s'est dit qu'il fallait habiller dignement la représentante du prix du public. Donc, voici notre Serge Nestor qui vous remet un prix de manière covidement compatible. Merci. Et voici la gagnante du prix du public de ma thèse en 180 secondes 20-21. Bravo Nathalie. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous laisse rejoindre votre place. Je fais quoi? Vous le rendez à la personne qui vous l'a tendu tout à l'heure. Et voici donc l'heure du verdict par le jury. Je vais inviter Chantal Martin-Solch à me rejoindre sur scène. Comme vous allez devoir vous exprimer, il va falloir que vous ôtiez votre masque, Madame Martin-Solch. Dans la salle, il est nécessaire, mais sur scène, on va s'en passer. Je vous invite à rejoindre le coin droit. Ainsi, nous avons une distance covidement compatible. Tout a été prévu. On est loin, par contre. Alors, vraiment, on est loin. Bien, alors, comment ça s'est passé? Ça a été très difficile. Personnellement, lorsque nous avons commencé à délibérer, je ne savais pas du tout où ça nous mènerait parce qu'on a été impressionnés par tout et toutes les candidates, en fait. Chacune nous a emmenés dans son univers. Vous avez réussi à nous expliquer ce que vous faisiez. On a compris et vraiment, ça a été très compliqué. On s'est demandé si on arriverait à prendre des décisions à temps. Alors, effectivement, ces décisions, ce sont des décisions qui sont peut-être un peu différentes de celles du public. C'est intéressant. Et que nous avons pris dans l'espace de temps qui nous était donné à disposition. Et peut-être que nous aurions pris d'autres décisions avec plus de temps ou moins de temps. Moins de temps, on n'aurait pas réussi à prendre des décisions. On s'est demandé, oh là là, est-ce qu'on a le droit de mettre 2 ex-aequo partout? Donc, que vous sachiez que ça a été très dur pour nous. Vous ne nous avez pas rendu la vie facile. Et effectivement, nous devions choisir 3 personnes. Et ceux et celles qui n'ont pas été choisis, gardez quand même cette expérience avec vous. Réessayez parce que tout était vraiment très bien. Voilà. Moi, je dois dire qu'en tant qu'organisatrice, et je suis sûre que je parle pour tous ceux et celles qui m'ont aidée à organiser cette soirée, il n'y a rien qui nous réjouit plus que quand on vous met un peu dans la mouise pendant la délibération. Donc moi, ça me réjouit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a, de manière générale, pas encore sur les candidats que vous avez choisis, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement impressionné ou déçu peut-être, va savoir? Je pense ce qui nous a impressionnés, c'est la capacité qu'ont eu les candidats et les candidates à nous expliquer des choses vraiment très complexes qui, sur la base des titres qui étaient donnés, qui étaient assez complexes, de nous rendre tout ça très concret, en fait. Avec des images différentes et surtout avec des univers complètement différents, des domaines très différents. Ils nous ont montré la richesse de tout ce qui se fait, les différents niveaux qui existent. Donc c'est vrai que c'était très riche, en fait. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas pu bouger, cher public, de votre fauteuil, mais on vous a quand même emmené en voyage ce soir, je crois. Avant de passer au nom, est-ce que vous pouvez juste encore, vous avez déjà esquissé un peu, mais peut-être un dernier message pour tous les candidats? Oui, alors, quelle que soit notre décision, donc je répète, pour nous, ça a été très, très difficile et les décisions ne sont pas forcément des décisions qui sont purement objective, mais gardez vraiment tout ce que vous avez appris durant cet exercice, peut-être réessayer, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans chacune d'entre vous, et surtout, bravo pour tous vos travaux de thèse, bravo pour votre engagement dans la recherche, et puis pour ces travaux passionnants que vous êtes en train de faire, que vous avez partagé avec nous. Je crois qu'on va en profiter. Je pense que c'est le moment de vous auto-applaudir, puisque c'est vous qui êtes dans la salle. Applaudissez-vous. Et nous passons donc à la remise des prix, à commencer par le 3e prix, la 3e personne sélectionnée. Alors, la 3e personne sélectionnée, c'est Alessandro Parisotto.
Félicitations, Alessandro, sur la scène. Avec un faux accent, certainement. Désolée si j'ai écorché le nom. Bravo, Alessandro. On va vous laisser vous exprimer, Madame Oui. Martin-Solch. Alors, je pense ce qui nous a décidé, finalement, c'est vrai que nos choix étaient des choix plutôt, finalement, des choix un peu coup de cœur, je dois dire. C'est votre capacité, votre intérêt pour ce cafard, justement, et vous nous donnez aussi un intérêt, nous expliquer pourquoi. Expliquer aussi votre dualité finalement entre ingénieur et biologie et surtout nous expliquer de manière compréhensible ce phénomène très complexe. Vous avez fait un lien aussi avec ordre et désordre, donc c'est quelque chose qui se retrouvait aussi dans votre image et qui se retrouve aussi dans le titre de votre thèse, donc il y avait un lien comme ça entre les deux. Et on a bien compris. On a bien apprécié aussi, d'une manière, votre présence sur scène et la manière dont vous avez pris la scène et vous nous avez pris aussi avec vous dans votre voyage. Voilà. Et l'exposé était aussi très bien structuré, avec une très bonne logique à la fin et un rebondissement qui était intéressant. Oui. Donc un 3e prix et la porte ouverte pour la finale suisse. Nestor, Serge, est-ce que vous pouvez apporter le prix Covidement compatible? Félicitations. Vous avez déjà fait des remerciements, mais j'imagine que vous avez encore quelque chose à dire. Non, je suis vraiment content. Honnêtement, le français, c'est pas ma langue maternelle et je maîtrise pas super bien, mais je me suis fait un challenge à participer à ce concours. Je suis vraiment ravi. Merci beaucoup. De rien. Et merci à tous qui m'ont regardé. Challenge relevé. Nous passons donc au 2e prix du jury. Oui, alors pour la 2e place, nous rejoignons le prix du public. Il s'agit de Madame Nathalie Derbet-Chapuis qui reçoit le 2e prix. On applaudit Nathalie. Mais quelle soirée! Mais je crois que je vais finir par pleurer en fait. Ne pleurez pas maintenant. Écoutez d'abord les compliments de Madame Martin-Solch. Oui, alors ce qui nous a décidé, c'est vrai que nous étions très longtemps pas certains de la place à laquelle vous donniez. On aurait pu peut-être aussi vous donner la même place que celle du public. Ce qui vraiment nous a impressionnés dans votre présentation, c'est le talent d'orateur et l'implication. Donc là, vous avez vraiment pris la scène, vous avez interagi avec nous, vous avez modulé la voix, vous avez modulé la gestique, vous avez accompagné votre propos. C'était très concret, c'était très clair. Vous nous avez expliqué ça part de la classe, vous l'étudiez, ça revient dans la classe. Donc on a bien compris quels étaient les enjeux. On a bien compris aussi ce qui se cachait derrière la didactique explicite et didactique communicative et actionnelle. Enfin, c'était quelque chose qui était un peu difficile à comprendre au départ. Et vous avez bien maîtrisé aussi l'exercice de vulgarisation. Donc voilà, tout à fait mérité. Oui. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez ajouter un mot? Mais là, j'ai plus de mots. Je veux juste dire que moi, je les ai tous trouvés vraiment formidables et je trouvais leur sujet de thèse. J'étais prête à me refaire un 3e PhD avec chacun de leurs sujets de thèse, tellement je les trouvais géniaux. Et donc, voilà. Merci. Comme quoi, la passion scientifique est incarnée, là. Bravo. On applaudit encore une fois Nathalie et Nestor. Serge, amenez-nous le prix. Encore bravo, Nathalie, vraiment. Merci. Un merci à mon directeur de thèse, Raphaël Berthelet, qui m'a ouvert les portes de cette aventure. On le salue. Merci. Et nous passons donc au dernier prix, le premier en fait. Les premiers sont les derniers sont les premiers. Alors, le premier prix, là aussi, on a beaucoup discuté parce que peut-être ça n'était pas forcément une évidence, mais ça nous a paru une évidence finalement dans notre perception de la présentation. Il s'agit de Marie-Pierre Morville. Marie-Pierre Morville, on vous accueille sur scène. Félicitations.
Comme quoi, les petites fourmis travailleuses. Alors, je pense que le thème, la manière dont vous l'avez amené, et surtout, en fait, ce qui nous a beaucoup peut-être impressionné, c'est cette vulgarisation d'un terme aussi compliqué que le liquide trophylactique, dont aucun de nous n'avait idée de quoi il s'agissait. Et finalement, très vite, dans votre présentation, on a compris ce que c'était. Et ça, déjà, c'était vraiment un grand, un grand effort. Les métaphores que vous avez utilisées, la manière dont vous avez utilisé l'image, donc vous avez choisi une image qui n'avait finalement rien à voir avec votre thème, et vous l'avez déviée. Il y avait un côté un peu provocateur, mais qui fait on s'en est souvenu finalement. C'est vrai, la manière dont vous avez terminé était aussi un petit peu, peut-être un peu provocatrice, mais c'est quelque chose qui finalement nous a permis aussi de nous souvenir de tout ce que vous nous avez expliqué. Et vous avez réussi à nous expliquer quelque chose d'extrêmement complexe où nous avons eu l'impression d'avoir compris un thème très pointu, où finalement on s'est dit on va tous s'intéresser maintenant aux fourmis. Donc voilà. Toutes nos félicitations. Bravo, Marie-Pierre. Je pense qu'on peut l'applaudir. Comment ça va? J'aime bien parler d'habitude, mais là, je n'ai pas les mots. Enfin, je m'y attendais vraiment pas. Merci beaucoup. Waouh. Merci de la confiance en moi que vous avez eue. C'est cool. Je suis contente que les gens s'intéressent un peu plus aux fourmis, parce que c'est vraiment un chouette organisme. Merci beaucoup. C'est waouh. Ah ouais. Waouh. Ça va bien. Merci. Je crois que du coup, on vous a compris. Vous avez répété waouh autant que trophylactique pendant votre exposé. À peu près, ouais. Donc je pense que le message est passé. Oui. Nestor Serge, le premier prix, s'il vous plaît. Et on applaudit encore une fois Marie-Pierre. J'ai juste reçu un petit message pendant la pause. Mon papa était un peu vexé que je ne l'ai pas remercié. Alors, comme il est scientifique et que sa passion, il me l'a transmise, il a aussi droit à un grand merci. On a remercié beaucoup les mamans. Voilà. C'est vrai, on ne remercie jamais les papas. papas. Ils méritent aussi. Merci à vous. Merci encore. Bravo aux concurrents, aux amis, je dirais maintenant, aux compagnons de galère. Merci beaucoup. Alors, rejoignez les compagnons de galère. Madame Martin-Seul, j'ai encore un commentaire. Bien non, si c'est vrai que je comprends la déception de ceux qui ne sont pas là, et vraiment on aurait tellement voulu pouvoir choisir tout le monde, et ça n'a rien à voir avec la qualité de votre présentation, ni la qualité de votre travail, ni l'intérêt de votre travail, parce que ça a été vraiment très, très difficile, et c'est vrai que le choix, on l'a fait bien rapidement, et sur des aspects peut-être, on a mis en avant vraiment la question je pense, de la vulgarisation et de l'originalité. Voilà. Merci. Madame Martin-Seul, je vous laisse aussi regagner votre place. Ils ne sont pas remontés sur scène, les autres, mais je vous assure qu'ils étaient bien dans le bateau. On a eu cette année une super équipe, vraiment. Et j'aimerais d'abord remercier tous les candidats qui ont participé à cette édition de ma thèse en 180 secondes. Vraiment, c'était un plaisir de travailler avec vous, un plaisir de partager ces moments. Ça donne juste vraiment envie de continuer. Donc vraiment merci et bravo à tous. Merci aussi au jury. Qu'est-ce que je suis contente de vous avoir mis mal à l'aise. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment le meilleur moment pour moi. Donc soyez fiers tous parce que c'est la preuve que vous êtes tous excellents. J'aimerais aussi remercier les partenaires, le Nouveau Monde, bien sûr, qui nous accueille tout au long de l'année pour différentes collaborations, les cafés scientifiques, le Science Slam dont je vais vous parler tout à l'heure. Enfin, vraiment un accueil magnifique avec des techniciens et puis une équipe merveilleuse. La télé qui a accepté de se joindre à nous pour cet événement, qui va proposer dans quelques semaines un reportage où vous pourrez rencontrer de manière un peu différente peut-être nos candidats et nos candidates. Donc restez aux aguets parce que ça sera vraiment un joli moment à partager avec eux. L'Almachine qui nous a fourni des meubles que vous n'avez pas vus sur cette scène mais qui sont justement utilisés pour l'émission que nous allons vous proposer pour les rendre à l'aise. Donc un petit cocon encore une fois pour nos candidats. Donc merci à l'Almachine. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour que ça marche. Il y a des techniciens, il y a des gens qui ont fait du secrétariat, qui ont organisé, qui ont préparé les prix, etc. À commencer par Dassa,
est-ce que je l'ai prononcé juste, pratiquement aussi juste que le titre en anglais tout à l'heure. Vraiment un grand merci. C'est une boîte de production qui a fait tout le film de ce soir. Tout ce que vous avez pu voir, c'est grâce à eux. Les techniciens du Nouveau Monde et puis et toute l'équipe d'Unicom de l'Université de Fribourg qui est derrière moi, avec moi pour organiser cette soirée. On ne pourrait rien faire sans eux, donc vraiment un énorme merci. Si vous êtes encore là, si vous êtes encore en train d'écouter mes remerciements, c'est que vous aimez la science. Et donc, on aimerait juste, on fait toujours un petit coup de pub à la fin. Si vous aimez la science, un mercredi par mois, au Nouveau Monde quand on peut, et puis en ligne pour l'instant, mais toujours grâce au soutien du Nouveau Monde. Les cafés scientifiques, vraiment ça vaut la peine, des chouettes discussions où vous pouvez participer, poser vos questions aux scientifiques, une belle collaboration avec le Nouveau Monde. Et puis, le 27 mai, le Science Slam, même format, mais cette fois 10 minutes par candidat. D'ailleurs, vous allez retrouver certains candidats de ce soir au Science Slam. Est-ce qu'on leur dit lesquels? Un certain Alessandro, par exemple, peut-être que ça va donner envie aux autres, en anglais et en allemand, par contre. Donc, on se réjouit de vous revoir. On espère, là je regarde Rana avec le plus de brillance possible dans mes yeux, on espère que ça pourra se faire en présentiel chez vous. Et sinon, on reproduira le format. Et puis enfin, surtout, merci à vous, cher public, qui êtes restés avec nous, qui avez soutenu nos candidats. Et puis on se réjouit de vous retrouver soit au Science Slam, soit l'année prochaine, tous ensemble dans la même salle. Merci à tous.